Moi, les violences d'État, c'est un sujet qui me parle parce que, à l'âge de 14 ans, j'ai pris conscience de deux choses. La première, c'est que je viens d'un peuple qui a été longtemps stigmatisé, le peuple tzigane, que mes ancêtres ont été enfermés arbitrairement. Et puis, dans la foulée, j'ai participé au mouvement des Gilets jaunes à l'âge de 14 ans, alors que mon peuple est condamné, finalement, en quelque sorte, à l'inertie politique. Et là, on a été exposé avec les camarades au matraquage, au gazage, etc. Effectivement, on est libertaire, on est anarchiste. C'est pas pour autant qu'on va poser des bombes ou des choses comme ça. On a soif de justice sociale. Je pense que c'est important de dénoncer ces dérives. Et Bonjour, je m'appelle Basile Dutertre. Je vis à Notre-Dame-des-Landes, où j'ai été pendant plus de 10 ans éleveur de vaches. Et aujourd'hui, je suis très impliqué dans la dynamique des soulèvements de la terre qu'on a créé il y a un peu plus d'un an et demi pour lutter contre l'accaparement des terres par le complexe agro-industriel et le bétonnage des terres par la métropole. Comment sont nés les soulèvements de la terre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on a l'impression d'une sorte de flou voulu, quoi. Les soulèvements de la terre sont nés à l'hiver 2021 lors d'une rencontre sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et l'objectif d'emblée, c'était de rapprocher et de faire se rejoindre différents acteurs des mouvements sociaux autour de la question de la défense des terres contre le bétonnage et l'accaparement. Donc il y avait les camarades de la Confédération paysanne et un certain nombre d'organisations paysannes. Il y avait également pas mal de jeunes qui étaient investis dans le mouvement climat, dans les marches climat et dans les organisations comme Extinction Rebellion ou Youth for Climate. Et aussi plein de personnes issues du mouvement social des 10 dernières années, des mouvements étudiants, des mouvements de lutte, les mouvements de rue, quoi. Ça a été très clair d'emblée puisque c'est un appel qui a été signé à cette époque par plus de 300 collectifs, groupes, organisations, parmi lesquels aussi de très nombreux habitants en lutte contre un projet d'aménagement spécifique dans leur territoire. Ce n'est pas une association, c'est un mouvement. C'est un mouvement, ça veut dire que c'est à la fois une très large coordination, une très vaste alliance, une très vaste coalition d'organisations, de collectifs, de groupes, et c'est quelque chose qui s'organise via des assemblées. En fait, on s'organise autour d'un calendrier d'action, et chacune de ces actions est organisée par une coalition locale. Donc vous n'avez pas de convention de signer, de structure, une présidence ou une existence morale ou sociale? Les Soulèvements de la Terre, c'est pas une personne morale, c'est un mouvement, mais comme le mouvement féministe ou le mouvement contre les retraites n'a pas de personne morale. Et par ailleurs, contrairement à ce que cherchent à construire les renseignements généraux à travers leurs fantasmes, on n'a pas non plus de dirigeants. C'est-à-dire c'est une dynamique d'auto-organisation qui se fait à la base par des coalitions locales qui luttent ici contre l'agrandissement d'une ferme, là-bas contre la construction d'une autoroute, et qui décident de se rejoindre ensemble pour construire un calendrier d'action national. Comment tu as été informé de l'interdiction lancée dans les médias par Darmanin? Est-ce qu'il y a eu un courrier? À quelle heure, quel jour ça s'est passé? Enfin, et comment toi, personnellement, tu as reçu cette information? Cette notification de dissolution, nous l'avons d'abord reçue comme un contre-feu médiatique qui visait à faire oublier la politique désastreuse du maintien de l'ordre à Sainte-Soline en créant une minorité imaginaire qui serait donc un groupuscule d'ultra-gauche et en le rendant responsable comme un épouvantail pour cacher les violences policières. On ne peut pas dissoudre un mouvement. Et de fait, là, il y a une tribune qui a été signée par plus de 80 000 personnes aujourd'hui qui se revendiquent « Nous sommes les soulèvements de la terre ». Il y a tout un ensemble de personnes du monde paysan, du monde intellectuel, du monde syndical, qui ont revendiqué aussi leur appartenance à ce mouvement. Et en vérité, on a reçu cette notification comme une opportunité pour massifier le mouvement. Et en fait, Darmanin croit pouvoir nous écraser à travers cette procédure administrative. C'est tout le contraire qui est en train de se produire. Et même, on est en train de recevoir des soutiens internationaux de l'EZLN, du mouvement des paysans sans terre, qui se reconnaissent dans la bataille qu'on mène pour la défense de la terre et de l'eau. Et donc, cette dissolution, elle vise juste à masquer les deux objets principaux de ce pourquoi on s'organise, à savoir le fait, dans une situation d'urgence vitale, où si on n'agit pas pour défendre la terre et l'eau, demain, ce sera invivable, et aussi à masquer ce qui s'est passé, le fait qu'il y a un grand nombre de personnes mutilées, et que là, en 2 heures, ils ont tiré plus de grenades que pendant toute une expulsion de la ZAD.
Et le seul fondement qui permet de construire ce fantasme du dirigeant, c'est le fait que nous prenions la parole. Or, tout mouvement a besoin d'avoir des personnes qui prennent la parole. Toute dynamique collective a besoin vraiment de s'affirmer face au rouleau compresseur médiatique et sécuritaire, face à la déferlante de calomnies et de diversions qu'il y a eu dans la foulée de Sainte-Soline. Il était important que nous le fassions. Et du coup, ça cherche à nous faire taire, mais on sait très bien qu'il ne suffira pas de pointer une ou deux personnes, parce que si nous nous retirons demain, ce sera plein d'autres qui prendront la parole pour dire la même chose que nous. Alors, je voudrais savoir ce que toi, intimement et personnellement, tu as ressenti quand tu as vu ce courrier. Est-ce que tu t'attendais en France, il arrive ce genre de choses? Est-ce que tu te sens personnellement blessé? Est-ce que ça génère du désespoir et de la colère, ou les deux? Ce qui m'a surpris et vraiment choqué, c'est le fantasme selon lequel deux individus seraient capables de piloter un mouvement aussi massif. Mais nous, on n'a pas besoin de chefs, de leaders, de chaînes hiérarchiques pour que, partout en France, des actions s'organisent. Ce qui fait que ces actions, elles s'organisent, c'est parce que tout le monde a bien conscience qu'aujourd'hui, on est en train de détruire la Terre et qu'il faut s'organiser pour la défendre. Mais tu penses que c'est de la bêtise, ou c'est du calcul et de la stratégie? Si, après la dissolution mercredi, je brandis un drapeau des soulèvements de la Terre, je risque 3 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Étant donné que je ne suis pas un martyr, je ne vais pas faire ça. Par contre, leur stratégie est imbécile, dans le sens où, en fait, il y a des milliers de personnes qui vont faire ça. C'est un mouvement qui, aujourd'hui, nous déborde absolument et qui n'a jamais été maîtrisé par quelques dirigeants. Et donc, demain, mercredi soir, et dans les jours qui viennent, aux fenêtres, dans la rue, vont fleurir les drapeaux, les actions en soutien, en solidarité au soulèvement de la Terre. Et ce sera la meilleure démonstration que nous sommes un mouvement auto-organisé et horizontal. Est-ce que toi, tu as une formation ou une implication, un encartement politique ou syndical? Alors nous, on est autonome de toute forme de parti politique, ce qui ne veut pas dire qu'on refuse le fait qu'ils nous soutiennent et qu'on refuse les gestes de solidarité qu'ils réalisent envers nous, dont on se réjouit d'ailleurs. On n'est pas un syndicat, même il y a beaucoup de syndicalistes et de sections syndicales qui prennent part au mouvement des soulèvements de la Terre. Et c'est une alliance qui nous semble vraiment nécessaire et décisive de s'organiser avec le monde paysan et avec les salariés sur cette question de l'écologie. À titre personnel, je pourrais dire que ma formation politique, c'est pas une formation théorique, c'est ce que m'ont appris des paysans travailleurs dans le cadre de la lutte contre Notre-Dame-des-Landes, qui nous ont raconté comment, en mai 68, les paysans ont rejoint le mouvement ouvrier, comment ils ont été ravitaillés des grèves. Et moi, c'est ça l'imaginaire qui contribue à me porter dans ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre qu'un des objectifs des soulèvements de la Terre, c'est de dépasser le strict cadre des luttes locales. Et que Notre-Dame-des-Landes, ça a été une victoire considérable, une énergie folle dépensée pendant des décennies par tout un tas d'acteurs pour permettre d'arracher l'abandon de l'aéroport. Mais il faut bien comprendre que l'aéroport, c'est 1200 hectares de terre. C'est ce qui est bétonné chaque année en Loire-Atlantique. D'accord ? Et donc, l'objectif des soulèvements de la Terre, c'est de dépasser justement cette simple question de mettre toutes les forces à un endroit contre un projet et de faire confluer les luttes là-bas contre une autoroute à Castres-Toulouse, là-bas contre une ligne grande vitesse, là-bas contre une ferme-usine, ici contre des bassines, et de les faire confluer ensemble dans un même front. Et c'est ça notre objectif principal. Ensuite, oui, évidemment que les luttes précédentes, elles permettent d'emmagasiner une expérience, une force matérielle, qu'on a envie de mettre au service de ce rejaillissement national. Dans les médias, on va dire mainstream, vous êtes très régulièrement présenté comme une poche d'excités, révoltés. Il y a encore des gens qui veulent attenter à votre intégrité là-bas. Et je voulais savoir ce qu'il en est objectivement de la ZAD et de Notre-Dame-des-Landes. Ce que vous représentez, est-ce que réellement, d'ailleurs, vous pouvez être un début d'organisation de lutte pour aider les autres, comme tu le dis, quoi. Et donc, vous visiblement, vous posez un problème à ce gouvernement ou à cet État. Ce qui constitue un début d'organisation, c'est le réseau de résistance nationale qu'on est en train de constituer avec les soulèvements de la Terre. Par ailleurs, effectivement, ce qui persiste sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le fait qu'il y ait plus de 400 hectares de terres agricoles qui aient été arrachés à l'agrandissement du complexe agro-industriel et qui soient aujourd'hui un support pour plein d'expérimentations en agroécologie, le fait qu'il y ait encore
plus de 250 personnes qui vivent sur place, s'organisent, essaient de se construire des infrastructures communes, continuent un processus, une dynamique d'assemblée commune, ça représente une positivité, une possibilité, un horizon situé à un endroit précis, parmi d'autres, ce qui ne prétend pas du tout être un modèle, pas une seule seconde, mais ça représente effectivement une possibilité, une positivité dans ce moment un peu dystopique qu'on vit. J'ai une toute dernière question, plus perso, c'est toi avec l'implication que tu mets, enfin ta visibilité en ce moment, est-ce que tu passes encore beaucoup de temps là-bas, tu t'occupes de tes vaches, de tes terres et tout, est-ce que tu as un peu abandonné ton travail pour la lutte? Alors c'est une excellente question et je suis ravi que tu me la poses parce que ça va me permettre de dire, justement, précisément, que ce qu'on porte, nous, c'est que nul n'est indispensable. Et moi, j'ai pas envie de te faire que aller parler à la presse, faire un travail de représentation, ça devienne une forme de vie. Parce que souvent, c'est quelque chose dans lequel les gens s'enferment et ça crée des phénomènes de leadership qui sont toxiques par rapport aux dynamiques que nous, on essaie de porter. Et donc, moi, je n'ai qu'une seule hâte, une fois la dissolution prononcée, c'est de retourner à une vie simple autour du travail de la Terre et de laisser ce merveilleux débordement que sont les soulèvements de la Terre se prolonger, se décupler, s'amplifier. Et le rapport de force n'a pas besoin de moi singulièrement pour grandir. Donc moi, c'est Kevin Griot, ancien président du Bloc Lorrain, actuellement à la recherche d'un emploi. Et c'était quoi ton métier avant? Enfin, c'est quoi ta formation? Alors, ma formation, c'est une formation de commercial. Donc, j'étais anciennement cadre commercial. Et à l'heure actuelle, je suis, on va dire, reporter indépendant, où je fais des piges, où je tiens ma page médiatique. T'as changé de vie, quoi. J'ai changé de vie il y a 3 ans. J'ai décidé de basculer. Qu'est-ce qui te fait basculer? Qu'est-ce qui me fait basculer? C'est les violences policières. C'est le militantisme, où je me dis, essaie de mettre tes compétences en avant pour faire avancer la cause, en fait, entre guillemets. Donc toi, tu viens de Nancy. Oui. Et est-ce que tu peux raconter la jeunesse du Bloc Lorrain, ce que c'est et ce qui vous est arrivé? Donc le Bloc Lorrain, c'est une bande de potes, en fait, de militants anarchistes. Et on a rencontré des gilets jaunes, on a sympathisé et on s'est dit, tiens, on va essayer de construire quelque chose, construire une structure. Et donc on a ouvert une association de loi 1901. C'était le 16 mars 2021. Elle avait pour but donc de mettre en application donc nos revendications. Donc faire des maraudes pour les SDF. Donc on a fait 198 maraudes et distribué 24 500 repas et quelques en 1 an et demi avant notre dissolution. Des actions environnementales, donc de la plantation sauvage, on va dire, de trucs comme ça, du ramassage de déchets. On s'est infiltré par exemple dans la centrale à charbon de Saint-Avold quand ils ont rallumé la centrale à charbon. On éteignait des enseignes. On faisait pas mal de petits trucs comme ça et on organisait des manifestations. Donc des manifestations avec toujours sur toile de fond, plus de justice sociale, environnementale, démocratique, plus de féminisme, des choses comme ça. Et vous avez une réputation de violence et de participation au Black Bloc, etc. Qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que je peux en dire? Oui, on participe, entre guillemets, au Black Bloc. Donc le Black Bloc n'est pas une action violente, c'est une technique pour manifester, pour être dans l'anonymat. Parce qu'on connaît tous la répression, je pense qu'on y viendra par la suite. Et le but du jeu, c'est rester dans l'anonymat. Être vêtu de noir, pourquoi? Et on le marquait dès le début de notre création d'association. Le noir, c'est la couleur du deuil, c'est la couleur de l'anarchisme. Donc on aurait pu très bien manifester avec des combinaisons blanches, comme on voit à l'heure actuelle, mais on a décidé de manifester en noir. Faire bloc, pourquoi? Faire face, on va dire, aux violences policières. Donc c'était marqué aussi dans notre association qu'il fallait défendre les manifestants. C'est-à-dire quand il y a des manifestants qui se faisaient agresser, on arrivait avec des banderoles, on n'attaquait pas les flics, on se mettait vraiment devant. Les banderoles prenaient par exemple des grenades de désencerclement, des lacrymogènes ou des tirs de LBD. Et pendant ce temps, on exfiltrait, on va dire, les personnes qui étaient les plus vulnérables en manifestation. Donc ça, c'était le but de nos actions en manifestation. Vous êtes, quelques militants du Bloc Lorrain, à l'origine d'une dénonciation de violences policières et d'actes de racisme sur Nancy, qui a généré un procès. Est-ce que tu peux rapidement faire l'histoire de ce procès? Alors, l'histoire de ce procès, il y a eu plusieurs histoires, en fait. C'est vrai qu'on dénonce beaucoup les violences policières. On a une page médiatique qui n'appartenait pas au Bloc Lorrain, mais comme je t'ai dit, je suis, on va dire, reporter indépendant, donc j'ai une petite page médiatique qui fait à peu près 40 000 ou 42 000 abonnés sur le secteur. On couvre quasi exclusivement la Lorraine et on dénonce les violences policières. Donc on a pu déclencher des enquêtes IGPN, IGGN à plusieurs reprises, condamner un commandant de CRS par exemple. Et quand on a eu vent d'une affaire de racisme dans la BAC de Nancy,
J'ai dénoncé, on va dire, j'ai commencé à creuser un petit peu, voir ce qui se passait, et j'ai dénoncé, on va dire, des actes racistes, voire même ouvertement néo-nazis, dans la police de Nancy. Par rapport à ça, j'ai été condamné. Il a fallu attendre 1 an avant que Le Monde écrive un papier en disant il y a effectivement une enquête IGPN par rapport à des faits de racisme et de nazisme au sein de la police et de harcèlement au niveau de la BAC de Nancy. Les policiers ont été condamnés. Les policiers ont été condamnés. Là, ils sont passés en cour d'appel il y a 15 jours. Chose comme ça, donc on attend le verdict. J'ai couvert d'ailleurs pour Blast le procès à Nancy. Il y avait 3 jours d'audience qui étaient complètement folles, où on parlait ouvertement de racisme sur des gens qui n'étaient pas condamnés, des témoins. Ils parlaient vraiment, c'était des actes racistes et ignobles, immondes. On parlait d'alcool au sein de la police. Le commandant, par exemple, de nuit, défendait le fait qu'il puisse boire 1 ou 2 bières, c'était pas le souci. Enfin, c'était complètement irréaliste ce procès. Comment s'est passé la dissolution du Bloc Lorrain ? Quel type de courrier vous avez reçu ? Qui a signé ce courrier ? Et quelle bataille juridique vous menez par rapport à ça ? J'ai reçu un coup de téléphone dans la gendarmerie locale. On m'a dit il faut que vous vous présentiez. Donc pour moi, c'est une question d'habitude maintenant, parce qu'il y a du harcèlement au niveau des militants. Donc moi, des convocations, j'en ai, je sais pas, j'ai dû en passer en 3 ans, j'ai dû en passer 23, 24, 25, je sais même plus en fait. Donc j'y vais et effectivement, je vois ministère de l'Intérieur, dissolution. Je dis c'est pas possible, on peut pas dissoudre une association comme ça. On n'est pas violent, on n'a rien cassé, on n'a agressé personne et une dissolution, c'est quand même relativement grave. On dissout des fascistes. On ne dissout pas des antifascistes, déjà, à la base. C'est complètement dingue. Et pour des gens qui prônent, on va dire, l'amour, le partage, donc on a halluciné, puis on s'est dit, bon, c'est pas grave, il n'y a rien qui tient dans leur dossier, comme quoi on est ultra-violent, etc., etc. On a répondu avec mes 3 avocats, et on a été dissous, malgré tout, en Conseil des ministres, 15 jours plus tard. On a reçu la notification de dissolution le 23 novembre 2021, et on a fait un référé liberté donc, devant le Conseil d'État. Le référé liberté, c'est quand il y a une violation manifeste au droit d'association et malheureusement on a été débouté. Donc là, on a relancé une procédure, la mi-avril en fait. Donc là, on attend maintenant la deuxième... Et donc vous êtes là, sur le coup, Darmanin a gagné, vous êtes officiellement dissous, pour l'instant ? Alors pour l'instant, on est officiellement dissous, on est encore ce recours-là. Donc on aura la réponse d'ici 6-8 mois à peu près. La personne qui a signé ce courrier, c'est Pascal Léglise. Pascal Léglise qui s'occupe de tout ce qui est assignation de militants, tout ce qui est dissolution. On pense aussi aux copains et aux copines de Bure qui souffrent énormément par rapport à ça. C'est Pascal Léglise en fait qui signe ça. C'est quelqu'un d'assez droite, assez sévère et qui extrapole surtout. Je la vois par exemple extrapoler sur une image de Blanche-Neige. On avait pris une image de Bansky, une Blanche-Neige qui tient une grenade en fait avec un bandana. Et on avait juste annoncé une manifestation et un village militant. Un village militant où les enfants étaient invités, où il y avait des chamboule-tout, des choses comme ça. Donc il n'y avait rien de violent dedans. Et par rapport à ça, on légitime la violence et les armes. Parce qu'on a utilisé une image de Bansky. C'est des choses comme ça. Pascal Léglise va reprocher des choses comme ça. Pascal Léglise va reprocher des chansons militantes, des chansons qui existent depuis 15 ans, 20 ans, qui circulent sur Internet, qui circulent sur YouTube. Je ne l'ai pas dit au Conseil d'État, mais quand on entend la Marseillaise qui est ultra violente, c'est ridicule. Enfin, quand on condamne des choses comme Karma Sista, quand elle dit par exemple qu'on aime la lacrymo, enfin je veux dire c'est pas violent ces choses-là. Enfin... Elle représente le ministère public dans les procès qui vous sont faits. Oui. Donc elle représente directement Darmanin en l'occurrence. C'est un peu la voix du ministre de l'Intérieur. Et c'est quoi ses arguments de réquisitoire ? C'est sur quoi elle se base pour demander votre interdiction ? On a reçu 6 pages et 3 jours avant, en fait, ils nous ont fourni 120 pages. Donc pour nous défendre, c'est un peu compliqué. En récupérant tout et n'importe quoi. Donc je te parlais des images de Bansky, par exemple, où je peux évoquer aussi, je parlais avec une personne à la Ligue des droits de l'homme tout en bas qui a assisté au procès, entre guillemets, au Conseil d'État. Cette personne-là a halluciné. Par exemple, on a repris une image du Parisien où il parlait de casseurs. Donc on voyait les Black Blocs, casseurs, avec un pied de biche, cocktail Molotov, des choses comme ça. Ça, c'est une image qu'on s'est réappropriée en enlevant le cocktail Molotov, en enlevant le pied de biche, en gardant uniquement, par exemple, un masque pour se protéger. Et on a tout transformé en disant, voilà, comment se protéger en manifestation. Et pour elle, ça permettait de légitimiser la violence. Le fait d'avoir donné, par exemple, les conseils, comment se comporter en garde à vue. Pour elle, c'était pas possible. C'est qu'on a quelque chose à cacher. Donc, c'est infect.
Et le Conseil d'État, quelle a été sa décision ? Sa décision, ils n'avaient pas assez de temps pour statuer déjà sur ce dossier-là. C'était extrêmement compliqué. Sur un référé liberté, ils doivent répondre assez rapidement. Et pour eux, il n'y avait pas de violation manifeste du droit d'association, enfin pour la dissolution en fait. Mais ils n'ont pas levé quand même l'interdiction. Ils ont rien levé du tout. Ils ont dit il faudra faire un autre référé derrière. Ils nous l'ont carrément dit en sortant d'audience. Est-ce que vous vous êtes recréé sous un autre nom ? Est-ce que ça continue un peu clandestinement ou est-ce que c'est vraiment un problème d'être interdit comme vous l'êtes ? Alors, on ne peut pas recréer quelque chose parce que ce serait une reconstitution de ligue dissoute. Donc on risquerait 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc ça, on ne peut pas dire on remonte une association, on remonte un collectif qui s'appelle Bloc Lorrain ou on inverse, on va dire, un jeu de mots ou un logo. Ça, on ne peut pas le faire. Donc le Bloc Lorrain a stoppé. Donc ça a été catastrophique. Donc du coup, on a dû stopper. On a dû stopper tout type d'activité. Même se voir, c'était un petit peu compliqué. On a eu un petit peu peur au début, sachant qu'il y a eu des répercussions aussi derrière. On a été suivis. Enfin, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et bien entendu, on n'a pas lâché le militantisme. Mais il y a des gens, on va dire, qui ont pu se rapproprier, on va dire, un petit peu ce que le Bloc Lorrain avait fait, ses idées. Et il y a des choses qui sont effectivement créées derrière. Mais je ne suis pas à l'origine de cette création, ni les anciens membres du Bloc Lorrain. Est-ce que tu peux faire la genèse et l'histoire de ce qui t'arrive à titre personnel depuis la dissolution du Bloc Lorrain, le fait que tu te retrouves dans les journaux, etc. Même pendant la dissolution du Bloc Lorrain, il faut savoir, dans les journaux locaux, il n'y avait pas de contradictoire, déjà. Donc c'est un peu compliqué. On ne passait pas un coup de téléphone en disant, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux répondre à nos questions ? C'était, voilà, le ministère de l'Intérieur a dit ça, donc c'est ça. Donc c'était un peu compliqué. Très souvent, il y avait ma tête sur l'Est républicain. Donc c'était pas le Bloc Lorrain, c'était pas le collectif, c'était monsieur Kevin Griot. Donc j'étais affiché partout. Après la dissolution, on continue le militantisme. Je ne veux pas dire on arrête, c'est pas parce qu'il y a un collectif qui s'arrête qu'on doit arrêter notre façon de faire. Donc on a continué à filmer les violences policières, on a continué à faire d'autres choses, d'autres différentes actions, mais on était suivis très régulièrement. Donc une pression policière, mais énorme. Ça se manifeste comment ? Vous êtes suivi, comment tu le vois ? Par exemple, quand je suis chez ma compagne, qui a la voiture de gendarmerie du secteur qui passe 5-6 fois par jour, alors qu'elle passe quasiment jamais, c'est compliqué, ou les gendarmes qui se garent à côté de la baraque, ou quand je suis chez mes parents, la police, la gendarmerie, qui attend à tel et tel endroit, enfin voilà, c'est vraiment compliqué. J'avais un petit peu l'habitude de ça, d'être un petit peu suivi par rapport au Bloc Lorrain, et on avait l'habitude de voir des gens un peu bizarres. Mais là, ça s'est accentué. Et là, avec le mouvement social, c'est encore plus compliqué parce que pour eux, le Bloc Lorrain n'est toujours pas dissous. Et je fais partie de plusieurs collectifs. Donc, je fais partie de l'AG interprofessionnel de Nancy. Je suis aux AG antifascistes. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis vraiment investi dans la vie associative et militante. Et pour eux, dès qu'il se passe quelque chose, ça vient de moi. Là, pour te donner un exemple, il y a une manifestation le 7 mars à Nancy. Il y a eu un McDo qui a été, des vitres d'un McDo qui ont été brisées, une voiture de police qui a été attaquée, la permanence d'un sénateur LR qui a été attaqué, différents feux de poubelle et une librairie fasciste qui a été attaquée. Ils ont tout mis sur mon dos. Ils ont chopé des personnes dans la rue qui ont été condamnées par rapport à ça. Ils ont tous dit c'est Kevin Griot qui m'a dit de faire ça. Donc ces personnes t'ont dénoncé comme étant l'instigateur de tout ça. Comme quoi je suis le chef, en fait. Donc le chef des anarchistes et des antifascistes. Enfin, le chef des anarchistes, déjà. Enfin, il n'y a rien qui colle. En sachant que ces personnes-là, c'était leur première manifestation. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi l'explication et le dessous des cartes ? Ce qu'on pense, c'est que quand on voit les auditions, ces personnes-là ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y a un chef ? Ces personnes-là redescendent en cellule. Et à partir du moment qu'ils reviennent une deuxième fois, en fait, ils citent mon nom. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment, peut-être le Saint-Esprit qui leur a donné mon nom, je ne sais pas, mais c'est un peu compliqué en sachant qu'ils me décrivent aussi d'une façon physique un peu particulière. Je ferai 1m80, je fais 1m70, si je me tiens droit. Les cheveux noirs, à ce moment-là j'étais habillé tout en noir avec des chaussures noires alors que j'avais des chaussures rouges bien pétantes. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc même les descriptions ne collent pas. Et quand on a eu nos confrontations en garde à vue, mon avocat, à partir du moment qu'il leur a posé des questions à ces jeunes-là, ils sont complètement démontés. Non, je sais pas trop. Il n'y avait plus rien à voir avec le montage, on va dire, policier. Mais cette histoire-là m'a fait... j'ai eu une perquisition informatique à la maison, donc on a récupéré toute ma défense du Bloc Lorrain. On a récupéré énormément de choses à la maison, ne serait-ce que des feutres
pour dessiner. C'est une faute de dessin, c'est pas des fautes pour marquer sur des murs, c'est des pro-marqueurs, hein, ceux qui connaissent un petit peu le dessin, voilà. Ils ont perquisitionné des pro-marqueurs, enfin, c'est complètement dingue. Tout ce qui est disque dur, tout ce qui est choses comme ça, donc tout ce qui est notes que je prends. Quand je fais des procès, quand je suis des procès, des choses comme ça, ils ont récupéré toutes mes notes et je suis resté en tout 48 heures en garde à vue. Ils m'ont déféré. Donc je suis resté de 6h30 du matin au TG de Nancy et je suis sorti, il était minuit et quart. Et il n'y a pas eu de condamnation pour l'instant. Et je devais passer en comparution immédiate. Le juge des libertés, en voyant ce dossier mais complètement foireux, a dit bon, bah non, la comparution immédiate, bon, ça sera demain, mais rentrez chez vous, allez prendre une douche, allez vous reposer. On a demandé un report, donc il y a eu le report et le report c'était le 12 avril. Et là bizarrement en fait le procureur s'est complètement liquéfié quand je suis arrivé avec 5 témoins, avec des vidéos pour me défendre, en montrant que j'étais à tel endroit, à tel moment, que j'avais donné aucun ordre, j'avais participé à aucune dégradation. Et de lui-même, en fait, c'est lui qui demande maintenant le report, on va dire, parce que... Et comment tu analyses tout ça? Quelle est l'influence de Darmanin dans cette histoire? Ils veulent détruire, on va dire, socialement un militant. Parce que ça ne s'arrête pas là, hein. J'ai des convocations encore à répétition. Là, je suis encore convoqué parce que j'ai filmé des violences policières place Stanislas, des arcades ouvertes, des choses ignobles après sommation. Mais vu qu'ils m'ont vu sur place, j'ai même pas été contrôlé, mais vu qu'ils m'ont vu sur place en train de filmer des violences policières, je suis convoqué pour ne pas être parti sur les lieux après sommation. C'est une permanence. Donc, est-ce que c'est Darmanin qui tire les ficelles ou est-ce que c'est la police qui en a marre que je dénonce, on va dire, leurs méfaits? Il y a des deux. Je pense qu'il y a des deux. Il y a une pression qui est exercée d'un côté, qui est le ministère de l'Intérieur, et il y a une pression aussi des policiers de Nancy en disant je vais me venger parce que t'as balancé mes potes, parce que lui il a pris d'enquête, parce que il y en a marre en fait. Et quelle perspective tu vois à ce mouvement? Enfin, la répression en même temps. Ça fait 3 ans que tu l'as subi, voire plus. Est-ce que l'impression c'est qu'il est en train c'est une guerre d'usure que vous êtes peut-être en train de perdre ou pas? Non, on la perd pas. La guerre d'usure, c'est des convictions politiques. On veut le bien. De l'autre côté, ils sont en train de défendre le mal. Donc non, c'est pas possible. Ils peuvent nous taper dessus tant qu'ils veulent. Il y en a d'autres qui vont se relever. Ou nous, voilà, plus ils vont nous taper dessus, plus en fait on va continuer, ça nous conforte. Parce qu'à partir du moment qu'il y a un ennemi qui te désigne comme tel et qui t'en fout plein la tronche, c'est-à-dire que tu es dans le vrai. Surtout dans le combat dans lequel on mène, dans le combat environnemental, tout le monde sait qu'il y a le réchauffement climatique, tout le monde sait qu'on n'aura plus de flotte, tout le monde sait qu'il y a une misère sociale pas possible, et tout le monde sait qu'il y a une démocratie qui vole en éclats, et tout le monde sait que la police et Darmanin, c'est extrêmement dangereux. Et là, il faut se préparer. Dans 4 ans, je suis pas devin, mais Darmanin va sans doute se présenter aux élections présidentielles. Donc ce mec-là, il faut le court-circuiter tout de suite. Donc il faut se relever. Et là, on est dans un mouvement social hyper important. C'est pas parce que la réforme des retraites est passée, etc., qu'il faut lâcher. Là, on a vu qu'il y a un soutien populaire, tout le monde arrive à s'unir, et on va tous avancer ensemble, et ça nous motive. Je m'appelle Loïc Schneider, j'ai 27 ans, et je suis pas mal activiste à Bure, en Meuse. C'est là où il y a le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et il y a eu 2 ZAD successives, en 2016-2017, qui ont été expulsées. Et voilà, donc j'étais aussi présent là-bas, entre guillemets, avec tous les zadistes. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais en ce moment. Et je suis aussi, donc, à mi-temps, je travaille dans un EHPAD à Laxou, où je fais ASH, aide service hospitalier, et aussi maraîcher, du coup, dans le collectif Les Semeuses à Bure, qui est un collectif de maraîchage qui est installé sur les terres de Jean-Pierre Simon, qui est un paysan opposé au projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur une centaine d'hectares. Et il nous a prêté 3 hectares pour pouvoir justement réaliser le maraîchage. Là, il va partir à la retraite. Il y a plein de questionnements sur la suite. On aimerait bien pouvoir faire naître plein d'alternatives sur ces terres. Mais tout ça, c'est des moyens et voilà. C'est un peu Je suis sympathisant du Bloc Lorrain, ouais. J'ai pas rejoint officiellement l'association. Mais j'ai beaucoup suivi et j'ai fait les manifestations aussi qui étaient super intéressantes. Et je pense que c'est aussi ça qui était assez différent des autres structures militantes, c'est qu'ils arrivaient à fédérer une diversité de personnes qui venaient de toutes les classes, un peu aussi les populaires et d'autres. Et en fait, c'était ça qui est beau, il y avait un truc assez joie de vivre, militante. Je voudrais que tu expliques un peu ton activité de militant, ce qui s'est passé en Allemagne, ta condamnation, et là récemment, donc les gendarmes qui viennent chez toi pour te remettre en prison à courte échéance, puisque dans 10 jours, tu peux te retrouver à nouveau derrière des barreaux. Est-ce que tu peux résumer un petit peu cette situation très particulière dans laquelle tu es? Bah ouais, très rapidement, donc c'était en 2017, il y avait le G20 de Hambourg, c'était un grand sommet avec tous les chefs d'État, des puissances les plus riches du monde.
Et donc, il y a eu des manifestations. Il y avait aussi Erdogan qui était présent, l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine. Et il faut savoir que dans ces moments-là, en fait, de protestation contre les sommets où il y a tous les chefs d'État des plus grandes puissances du monde, il y a aussi des états d'exception qui se mettent en place. Donc, il y a eu la reconnaissance faciale, un logiciel qui a été mis en place en Allemagne, qui a été censuré après par le Conseil constitutionnel en Allemagne. Par rapport au G20, donc c'était plein de manifestations à ce moment-là. La circulation était interdite. Il n'y avait que les voitures de police, que les participants au G20. Et donc moi, je me suis retrouvé avec plusieurs accusations différentes, donc pour jet de projectiles sur force de l'ordre. Et c'est souvent des moments en fait où il y avait une grand-mère à un moment donné qui poussait son vélo, je viens vers elle pour l'aider à partir. Il y a une vidéo en plus de la police où c'est Monsieur Schneider aide une grand-mère à traverser la route. Puis comme c'est au milieu des affrontements, on se prend du canon à eau alors qu'on était vraiment sur le côté. Du coup, ça m'énerve et spontanément, je prends une pierre qui était par terre, je la jette, je suis pas masqué, donc il m'identifie. J'arrive pas à atteindre les forces de l'ordre. Et en fait, voilà, j'ai plein d'accusations, j'ai blessé personne, effectivement. Il y a tous les projectiles tombent très loin des forces de l'ordre. Et il y a aussi donc une accusation d'un pétard dans une banque de la rue la plus bourgeoise de Hambourg, Elbchaussee. Et en fait, là, c'était une manifestation aussi qui a fait pas mal de dégradations sur la rue la plus bourgeoise. Et à titre d'exemple, je crois que c'est 1 million d'euros de dégâts en 20 minutes. Et en fait, ils ont fait une situation un peu particulière qui vient aussi avec les gilets jaunes, la loi anti-casseurs. C'était un peu avant du coup que ça a été utilisé déjà au G20. C'est être accusé de tout ce qui se passe dans une manifestation. Donc j'ai été accusé de toutes les dégradations. Donc, ça a duré 71 journées d'audience. Tous les témoins de la rue, des personnes bourgeoises sont venus témoigner. Il y en a qui ne savaient même plus c'était quelle voiture qui avait été dégradée. Ils en citaient 4-5. Et donc là, il y a une audience qui dure 71 jours. Tu es condamné à quelle peine ? Alors la peine, du coup, c'est 3 ans ferme. Le procureur demandait 4 ans et 9 mois de prison ferme. Et en fait, comme on a fait appel, ça a suspendu l'application de la peine, pour le moment, le temps de l'appel. Parce que j'avais déjà réalisé du coup aussi une détention préventive, détention provisoire, de 1 an et 4 mois. Et juste très rapidement, par rapport à l'attentat kurde, la personne qui avait attaqué au sabre des migrants et qui est sortie au bout d'1 an n'était pas suivie, n'était pas fichée S, et a pu réaliser un attentat dans les 10 jours suivant sa libération. Et elle a fait seulement 1 an de détention, alors qu'elle a quand même découpé des personnes avec un sabre, ou en tout cas essayé de les blesser gravement. Même si c'est des migrants, c'est pas une raison pour dire c'est pas grave, parce que si c'était des policiers, je peux vous assurer qu'ils seraient pas sortis. Donc là, on voit vraiment la différenciation de la peine en fonction du statut de la personne, ce qui est assez malheureux. Donc toi, tu es sorti donc, de prison, tu es rentré en France, tu as poursuivi tes activités, on va dire, citoyennes et militantes à Bure et à Nancy. Et là, récemment, donc, les gendarmes débarquent chez toi et qu'est-ce qui se passe ? Là, c'était même différent. Ils sont venus il y a 1 mois à 5, la brigade de recherche de la gendarmerie de Nancy. Ils sont venus sur le lieu de maraîchage. Donc, j'étais pas tout à fait là, je faisais une petite balade. Et ils sont venus pour me filer un papier. Donc, c'était assez angoissant parce qu'ils étaient beaucoup. Et du coup, les personnes qui étaient là, ils savaient pas trop ce qui se passait et puis ils comprenaient pas très bien. Du coup, quand je suis revenu, ils m'ont donné le papier et j'ai rappelé. Et donc, c'est pour le transfert de la peine qu'il me reste à faire. Et donc, par rapport à ça, j'ai reçu le papier, j'ai téléphoné. On a convenu d'un rendez-vous. Il disait même que ça peut être un espace neutre, pas forcément Paris parce que c'est loin, mais n'hésite pas à me dire. J'avais proposé Place Stanislas à Nancy, mais il a dit ah non, quand même Place Stanislas, plutôt devant chez tes parents, mais t'inquiète pas, on rentrera pas dedans. Et donc c'est 14 mois fermes qui vont être transférés officiellement de l'Allemagne vers la France, sachant que j'ai encore potentiellement aussi 8 mois de sursis en France sur les précédentes affaires Anonymous ou dégradation sur la clôture de l'Andra. C'était aussi une action où j'avais écrit sachez que je n'attends rien de votre institution. C'est une action militante que tu avais faite à l'endroit où il y avait l'enfouissement des déchets. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, en général, j'ai fait la déclaration du G20, j'ai fait la déclaration dans ces procès, et je vais refaire une déclaration à ce procès-là. Et je vais aussi sortir un livre qui s'appellera « En découdre avec la justice ». Au-delà de l'arrestation, perpétuer l'affrontement. Où en fait, c'est d'expliquer que justement, cette confrontation politique, elle continue à exister aussi dans l'enceinte judiciaire, et je me laisse pas faire par la pièce de théâtre, en fait, qu'incarne. Quels documents les gendarmes ont amené chez tes parents et qui t'obligent à faire quoi ? C'était le document qui me notifie le fait que j'ai un rendez-vous avec la juge des libertés et de la détention, le 25 avril, à 9h30. D'ailleurs, on fera un rassemblement au tribunal de grande instance de Nancy, avec le marché aussi des semeuses, le collectif probablement, avec la Confédération paysanne. Et c'est super s'il y a plein de monde qui viennent, parce que ça peut avoir un impact sur l'issue du procès aussi. Là, normalement, tu dois retourner en prison pour combien de temps ? Là, du coup, ça serait 14 mois, plus voir le sursis s'il saute. Mais tu risques d'avoir 22 mois de prison ferme à effectuer à la prison de Nancy. À la prison de Nancy. On espère un bracelet électronique, vu que j'ai un travail quand même... pour eux, je suis inséré avec l'EHPAD et le maraîchage. J'ai 2 contrats avec 2 logements. Et du coup, dans l'idéal, ça serait quand même d'arriver à avoir un bracelet, même si c'est aussi très malheureux, parce qu'en fait, pendant 14 mois, je vais pas pouvoir faire de manifestation. Je vais pas pouvoir faire ce qui, en fait, a du sens. Donc c'est aussi une peine. C'est même pire, parce que, soi-disant, ça va, il est pas en prison, mais ça va pas du tout, parce que c'est pas vraiment être libre si on peut pas faire ce qu'on veut. Et surtout, dans cette période actuelle,
où il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se bouge quoi, pour notre avenir, pour plein de choses. Et ben en fait, ne pas pouvoir le faire dans ce moment-là, c'est aussi très très handicapant, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'être victime d'une forme de répression policière qui s'accélère depuis quelque temps et quelque part, on cherche aussi à te faire taire? Je pense qu'ils ont voulu faire un exemple avec le G20. Parce que c'est quand même une peine de 3 ans ferme. Je tiens à dire que c'est particulièrement grand. Et à titre juste vite fait encore de parallèle, mais c'est très important de faire des parallèles, il y a un ex-député de la Renaissance qui a été condamné récemment, je te filerai l'article du Figaro qui en parle, à une peine de 1 an de prison ferme et 2 ans de sursis pour attouchement sur des mineurs et détention d'images pédopornographiques. Donc on est quand même sur un level un peu plus haut et il a eu 3 fois moins que moi. Donc c'est aussi la démesure de la peine. Et je pense que c'est une manière détournée aussi de chercher des choses qui peuvent me mettre par-dessus du passé pour essayer de faire en sorte que ça aille sur le côté et que les personnes ne soient pas trop mobilisées. Mais c'est clair qu'on le voit, on l'a aussi vu à Sainte-Soline, c'était exceptionnel. C'était 5000 grenades tirées en 2 heures avec beaucoup de GM2L. La GM2L, c'est des grenades quand même explosives. Et la France est le dernier pays européen à utiliser des grenades explosives dans le maintien de l'ordre. C'est le rapport de ACAT, Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Donc c'est quand même une exception française. Et à ce titre-là, il y a des choses très intéressantes. À Beyrouth, quand il y a eu l'explosion au Liban, c'est des armes françaises qui ont été utilisées dans le maintien de l'ordre. Il y a eu 300 personnes qui ont perdu des yeux. À Hong Kong, les canons à eau qui ont été utilisés par la Chine, c'était des canons à eau français. Au Burkina Faso, quand il y a eu des manifestations, c'est les armes de la police française. Au Chili, en 2019, quand il y avait les manifestations, c'est aussi le gouvernement chilien qui a dit qu'il veut se rapprocher de la France pour s'inspirer des méthodes de maintien de l'ordre. Donc en fait, il y a un business de l'armement et c'est aussi pour ces raisons, je pense, qu'en fait la France, dans un pays soi-disant avancé, où normalement le maintien de l'ordre devrait être plus soft et plus cool, et continue à avoir un système aussi dur pour justement pouvoir continuer à le vendre à l'étranger et pouvoir faire marcher ce business parce que c'est un business énorme. Rien que pour les grenades en France, quand il relance Macron là, 30 millions pour des grenades ou je sais pas quoi, pas combien de millions d'euros, imaginez pour le monde entier, pour la Chine, pour tout ça. Donc il y a tout un business souterrain qui se fait, qui est documenté de plus en plus. Et je pense que c'est ça aussi qui les dérange. La France même, son business, c'est l'armement. Hein. Tu étais à Sainte-Soline ? Oui, j'étais aux 2 dernières manifestations méga-bassines et aussi à une autre où il y avait une parcelle qu'on avait défrichée pour pouvoir installer un paysan dans les Vosges. Tu fais partie des soulèvements de la Terre ? Non, je fais pas partie. Moi, je fais partie d'aucun organisme en particulier. Mais je soutiens dans plein d'organismes. Sainte-Soline, c'était particulièrement violent ? C'était particulièrement violent. Ouais. Moi, j'avais fait aussi les expulsions de la ZAD en 2018 à Notre-Dame-des-Landes. Et c'était quand même beaucoup plus intense au niveau grenade et explosion. C'était vraiment une sensation de guerre, quoi. Enfin, ça pète de partout. Et surtout, la distance, quoi. Ils envoyaient ça vraiment loin. Ça pétait en plein milieu des personnes. Et la Bravem avec motorisé sur les quads, là, ça c'était aussi complètement exceptionnel. Il y a un document de complément d'enquête qui dit même que le commandant de gendarmerie, il voulait même pas qu'ils gassent ce genre de cortège, ils l'ont fait. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le rush. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. C'était pas le bon cortège. Enfin vraiment que la Bravem, c'est des gens juste qui veulent gazer là où ils peuvent, foncer dans le tas, tirer au LBD quand ils roulent. Il y avait vraiment des scènes démesurées et en fait ça a fait monter la pression aussi, très rapidement. Les personnes étaient très très en colère, quoi. Il y a eu une détermination dans un premier temps, face à la violence de l'État, d'y aller, de crier malgré les blessés aussi, donner une force supplémentaire aux personnes pour y aller. Et en fait, ça a failli déborder, ça a failli aller très très loin. Et il y a quand même eu des personnes qui ont réussi à atteindre à peu près la clôture, mais sans aller à l'intérieur. Et le vent était avec nous aussi, ça c'était bien, le vent renvoyait vraiment les lacrymos. Et d'ailleurs, parmi les blessés graves chez les forces de l'ordre, il y a insuffisance respiratoire, donc c'est le fait qu'il ait, je pense, respiré trop de gaz lacrymogène, ou alors détonation sonore, traumatisme sonore, donc probablement aussi à cause des détonations, parce que c'est 180 décibels, c'est énorme. Là, je vois que t'as le nez un peu marqué. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça, c'était hier soir à Nancy. Donc, il y a eu des manifs. Souvent, il y a des manifs le soir en ce moment. On essaye aussi à Nancy, place Stanislas, tous les soirs. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes, s'ils peuvent, à se mobiliser sur leur place parce que c'est intéressant. Pas forcément pour faire des manifs, mais pour se retrouver déjà. Et du coup, on était en train de se diriger vers la fac de lettres où on a fait un potager pirate. Et on avait ramené des fraises, des framboisiers, de la rhubarbe, des groseilliers, du cassis. Du coup, on était avec tout ça et en fait, ils ont tenté de nasser parce qu'avant, il y avait eu aussi un peu des poubelles qui brûlaient sur le trajet, donc la police était un peu motivée, quoi. Et ils ont coupé le cortège et du coup, là, à ce moment-là, ils ont envoyé des grenades lacrymogènes. Moi, j'en ai vu une atterrir à 3 mètres de moi et je me suis dit, bon, c'est une grenade lacrymogène. Et en fait, quand elle s'est ouverte, vraiment inattendue, la capsule est allée pile poil dans ma tête et elle s'est propulsée. Et du coup, je me suis pris la capsule dans le nez, dans l'œil et ça m'a bien fait saigner un petit peu, mais c'est pas... Je sais pas, faudrait que je vois s'il est cassé, mais je pense pas. Mais il est un peu gonflé, quoi. Comment tu perçois l'accélération en ce moment de la répression par Darmanin, les interdictions, les soulèvements, du bloc lorrain, etc. D'abord à titre personnel et après à titre... Moi, ce que je vois et ce que j'ai envie de faire, et ce qui m'anime, c'est en fait de montrer que c'est pas par la répression qu'on va régler le problème. Pour moi,
si on pense régler un problème en faisant peur aux personnes, c'est qu'on est dans des dérives complètement absurdes, quoi. C'est important d'écouter la révolte. Je pense qu'il y a une légitimité à se sentir en colère. Et ces colères-là, il faut les écouter, il faut régler l'origine des causes. Si on règle que les conséquences, l'expression de la colère, et qu'on s'attaque jamais à l'origine, ça va faire que monter. Et je pense aussi qu'il y a une dérive en ce moment qui vient de toute une frange conservatrice de la société, aussi de la police, qui dit qu'il y a pas assez de... Voilà, c'est trop laxiste. On est trop laxiste envers les militants qui font les manifestations, tout ça. Voilà, moi, je suis l'exemple typique d'un excès de condamnation, quoi. 3 ans ferme, c'est énorme. Pour autant, je suis toujours déterminé, il n'y a pas de problème, je regrette rien du tout. Et en fait, moi, je suis encore plus révolté par rapport à toutes les violences aussi au G20, où il n'y a aucun policier qui a été condamné ou poursuivi, alors qu'il y a eu des violences très graves, de coups de matraque sur la tête, de traumatisme crânien. Et donc, pour moi, c'est important, effectivement, de leur montrer que c'est pas en faisant peur, c'est pas en frappant fort qu'on va régler le problème, mais c'est en fait en écoutant ce qui se passe, en écoutant l'effondrement de notre société. Et je pense qu'il y a une dérive aussi fasciste. Dans le Talon de fer de Jack London, que j'invite toute personne à lire, il y a vraiment cette schématisation faite du capitalisme en crise, qui, lorsqu'il est en crise, va pencher vers les idées d'extrême droite, vers les idées fascistes, va tenter en fait de faire monter les peuples les uns contre les autres, même entre les peuples, les différentes parties de la population les unes contre les autres, pour se diviser plutôt que d'aller chatouiller les puissants. Et d'ailleurs, c'est super parce que là, le film que tu as réalisé il n'y a pas longtemps, là, je ne sais plus comment il s'appelle, sur l'évasion fiscale, il rappelle que c'est 100 milliards par an en France qu'on perd, donc c'est 10 fois plus que ce que rapporte soi-disant la réforme des retraites actuellement. Donc en fait, les solutions, on peut en avoir, et si dans un siècle, on vit jusqu'à 120 ans, on ne va pas aller travailler jusqu'à 100 ans, ça ne fait pas sens. C'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on peut travailler plus longtemps. À 60 ans aujourd'hui, il y a 200 ans, à 60 ans, tu étais à peu près la même personne avec les mêmes capacités physiques. Effectivement, il faut avoir plus d'argent, mais l'argent, on peut le trouver ailleurs. Bernard Arnault, c'est devenu la première puissance mondiale au niveau de l'argent. Donc on peut aussi aller lui demander un petit peu. Dans 10 jours maintenant, tu vas te retrouver devant un magistrat et il y a quand même une probabilité assez importante qu'elle t'envoie en prison. Quand tu t'endors le soir, est-ce que tu y penses ? Est-ce que la perspective de la prison, est-ce que c'est quelque chose qui te hante ? Il y a Tolstoï qui disait dans un livre qu'il était assez étonné quand il visitait les prisonniers politiques de l'époque, qui disait que c'était des moments où il pouvait se reposer. En fait, là, je peux plus rien faire. On m'empêche de faire quelque chose. Du coup, c'est un moment où je peux me reposer. Et moi, c'est vrai que ça me parle pas mal. Parce que, effectivement, si je suis emprisonné, je l'ai déjà vécu, c'est un moment où tu peux plus rien faire. Tu es à l'endroit... tu peux faire des choses avec les autres détenus, parce que finalement, les autres détenus, c'est aussi la société. Et je tiens juste à rappeler que 80 à 90% des détenus, ils viennent des classes les plus pauvres. Donc la pauvreté a un impact sur les personnes qui sont en prison. Donc on pourrait aussi se dire, enlever la pauvreté, ça réglerait peut-être la surpopulation carcérale, ça réglerait peut-être 90% des problèmes. Donc effectivement, on a toujours un choix. Même si on est très pauvre, on peut décider de s'en sortir. Mais il y a la situation sociale qui joue un impact énorme, et il faut le dire. Donc s'il n'y avait pas de pauvreté, on pourrait largement vider les prisons. Bien sûr, il y a les violeurs et les assassins, ça c'est un long débat. On les met de côté parce que ça représente que même pas 10% des personnes qui sont en prison. La plupart, c'est des petits délits et c'est des personnes pauvres. Et j'avais partagé dans ma grande citation, ma grande déclaration de 20 pages dans le procès du G20, j'avais partagé un petit passage qui avait fait le buzz dans la presse allemande. Je veux juste le partager parce qu'on n'a pas trop parlé en France. Donc je le dis, j'avais lu ça dans mon procès après les 71 journées d'audience, 1 an et demi de procès. En dernier point, la presse allemande met souvent en avant l'impact économique des manifestations. Je crois que pour l'ensemble du G20 de Hambourg, j'avais entendu qu'il s'agissait de 10 millions d'euros de dégâts. Je vais vous démontrer qu'une personne qui mange sainement et fait quelques dégâts en manifestation coûte moins cher à la société qu'un habitué du McDo. Un article du journal Libération de l'année 2019 a estimé le coût de la malbouffe pour la santé en France de 55 milliards d'euros par an. Il faudrait qu'il y ait chaque année 5500 fois des manifestations avec 10 millions d'euros de dégâts pour égaler l'impact économique de la malbouffe. Sachant que les mobilisations se sont étalées sur 4 journées au G20, il n'est pas possible d'en réaliser plus de 92 dans l'année, à moins que l'on s'autorise à imaginer plusieurs manifestations en même temps. Il faudrait donc que se déroulent de manière simultanée 59 manifestations comme celle du G20 de Hambourg, en se répétant continuellement pendant 1 an, afin que les dégâts économiques égalent ceux de la malbouffe en France. Je n'ai pas trouvé de chiffres concernant l'Allemagne, mais je pense que c'est sensiblement identique. En arrondissant, on pourrait dire que la malbouffe coûte 100 milliards par an en Allemagne et en France, donc 300 milliards d'euros depuis le G20 de Hambourg, à l'époque. Donc là, ça fait encore plus, je n'arrive pas à calculer, mais n'est-il pas plus sage de faire des procès contre les géants de l'agroalimentaire qui empoisonnent notre nourriture et nos vies ? Et là-dessus, je tiens à dire, j'ai un tonton qui est paysan conventionnel avec pesticides engrais, et lui, il m'a dit encore à Pâques, là, que c'était la PAC qui lui payait son salaire. Donc en fait, ce qui fait ne produit rien, en termes de richesse. Moi, dans le culture de maraîchage, on galère à avoir des sources de refinancement, parce qu'on n'a pas d'aide aussi.
Et en fait, l'aide, elle est dirigée par les lobbies qui sont présents dans les parlements. Et en fait, ils redirigent vers les gros business de l'agroalimentaire, les pesticides. Si tu mets du pesticide, si tu mets des engrais, si tu prends des semences qui ne se reproduisent pas, on va te donner de l'argent, on va te donner des aides. Achète des tracteurs, achète des machins. Si tu as un petit projet alternatif on a même baissé les subventions du bio, hein, mais même au-delà de ça, juste tous les projets alternatifs, les aides à l'hectare, quand tu as un petit maraîcher, tu n'en as quasiment pas. Et donc en fait, tu ne peux pas survivre. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Et c'est là où il faut revoir aussi la solidarité. Comme il y a eu la sécurité sociale, il faut faire une sécurité sociale alimentaire. Il faut offrir en fait des bons chaque mois aux personnes pauvres pour qu'ils puissent s'acheter de la nourriture saine chez les artisans locaux. Ça, c'est un truc que demande la Confédération paysanne il n'y a pas longtemps à l'atelier paysan en Alsace. Il faut y aller là. Il faut faire monter la pression. Et je pense qu'il y a plein de choses à dire et à faire. Et moi, il n'y a pas de souci, j'utiliserai les procès pour continuer à les dire. Bonjour, je suis Tayeb El Mestari, je suis de Bordeaux et j'ai été longtemps président du Comité Action Palestine. On a changé l'année dernière à l'occasion de la dissolution de notre association et on reviendra là-dessus évidemment. Maintenant, c'est une présidente que nous avons à la tête de l'association. Et Vincent Bringard, avocat au barreau de Paris, donc intervenant en droit pénal et liberté publique, et puis chroniqueur pour Blast, en droit de résistance, et qui a représenté le Comité Action Palestine devant le Conseil d'État. Est-ce que vous pouvez expliquer d'abord quelle est votre association, quel est son but, et comment et pourquoi vous avez eu cette demande de dissolution, et comment ça s'est soldé? Est-ce que vous pouvez en faire une synthèse? Alors, le Comité Action Palestine est né en 2004 suite à une fracture au sein d'une autre association, et c'est une rupture due à des questions politiques sur la Palestine. Alors, quelles sont les positions politiques du Comité Action Palestine et en quoi elles sont nouvelles ou différées des autres positions qui préexistaient au sein de cette association à Bordeaux? C'est que nous, on a considéré qu'à partir des années 2000, et on l'a vu, que l'État d'Israël ne pouvait plus être un État de négocier et de laisser place à un État palestinien conformément aux accords d'Oslo. On voyait très bien que dans les années 90, et la presse française l'a bien documenté, notamment Le Monde diplomatique, et d'autres sources palestiniennes, qu'à partir des accords d'Oslo, on a même vu l'effet inverse, c'est-à-dire que la colonisation s'est amplifiée, par exemple, en Cisjordanie. Donc l'idée des deux États était une idée qui était historiquement morte, mise à mal, par le colonisateur israélien. Alors, le but de cette association, c'est, comme l'indique notre charte, c'est d'abord donner la parole au peuple palestinien, ne pas se substituer de manière néocolonialiste aux revendications du peuple palestinien lui-même. C'est un premier principe qui est très important, que beaucoup d'associations oublient. On ne parle pas à la place des Palestiniens. Il faut leur donner la parole. Notre rôle essentiel ici en France, on va dire, c'est d'informer la population sur les conditions de vie des Palestiniens, sur leur lutte, et surtout être un écho de leur lutte, parce qu'on estime qu'ici, il n'y a pas assez d'écho sur la lutte légitime du peuple palestinien. Ça représente combien d'adhérents à peu près? On est à peu près une trentaine, mais depuis la dissolution, merci M. Darmanin, nous recevons des sollicitations. Il y a de plus en plus de membres, de gens qui veulent adhérer à notre association. Nous, notre position, elle est purement politique, c'est de dire qu'il y a un peuple qui est en droit de revendiquer sa patrie, sa terre, et qu'il a le droit de résister jusqu'à l'obtention de ses droits. Et le droit international, comme le droit au retour aux réfugiés, etc., c'est un droit reconnu. Votre association a existé combien de temps avant d'être ennuyée? Alors, nous, on s'est constitué en association en 2004. Et on a été ennuyé à partir de février, précisément le 24 février 2022. M. Darmanin et d'autres font une annonce au dîner du CRIF en disant « Nous allons dissoudre des associations pro-palestiniennes, dont le Comité Action Palestine. » Le 25 mars, la procédure est engagée contre nous par Darmanin. Et le 9 mars, M. Emmanuel Macron signe le décret de dissolution. Vos actions, c'est un site internet, c'est des manifestations. Qu'est-ce qui fait que vous provoquez soudainement, en dehors d'un dîner du CRIF, la colère de Darmanin? Alors, nous, c'est de l'information sur les positions politiques que je vous ai signifiées tout à l'heure et sur l'appel à des manifestations. Évidemment, on a organisé beaucoup de manifestations à chaque occasion, à chaque bombardement de Gaza, et ça a été répétitif, 2009, 2014, 2012, etc., etc. Et donc, on a eu parfois des milliers de gens derrière nous.
parfois moins, mais en tout cas, on organise des manifestations, mais aussi on organise des débats, des conférences. C'est tout ça en quoi consistent nos actions, contrairement aux accusations de M. Darmanin. C'est de relayer les textes de la résistance en Palestine, c'est d'interviewer des Palestiniens, c'est de les faire venir ici, de leur donner la parole, conformément à la charte du Comité Action Palestine, donner aux colonisés d'abord à eux la parole, ils savent de quoi ils parlent, etc. etc. Voilà, en gros, nos types d'actions, nos outils pour faire porter la parole du peuple palestinien ici en France. Et qu'est-ce qui se passe en 2022 donc, pour que le ministère de l'Intérieur se réveille et demande votre interdiction? C'est un acte quand même lourd. C'est un acte de censure, c'est de répression politique. Ah oui, c'est un acte violent, on va dire. C'est un acte violent. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Moi, je l'explique que M. Vincent Brengart l'a dit au Conseil d'État, c'est qu'il y a eu un durcissement de la politique depuis Jacques Chirac. Il y a une évolution. On constate un durcissement, et même moi, ce que je considère, ce qu'on écrit, nous, dans nos textes, un alignement de l'État français avec Emmanuel Macron. Ça s'est vu, très bien vu, un alignement... Sur Israël, un alignement inconditionnel. Que nous, on apporte un soutien inconditionnel à la résistance du peuple palestinien. Lui, de son côté, il apporte un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Il y a eu un durcissement. Et je pense qu'on était à la veille aussi, sans doute, des élections. Il avait sans doute une volonté de vouloir nous donner, offrir nos têtes sur un plateau à des associations pro-israéliennes. J'imagine que ça doit être ça. Mais vous à titre personnel, donc vous étiez le président de ces comités, vous recevez la lettre recommandée ou l'acte d'huissier, j'imagine. Quelle est votre première réaction? Pas en tant que militant, mais en tant qu'homme. Vous recevez ça, vous comprenez, vous vous y attendiez ou pas du tout? Enfin, comment vous analysez cet acte? Il n'y a pas que moi, mais tous les camarades de l'association l'ont pris comme quelque chose de violent, quelque chose de compliqué à porter ensuite si on était dessous. Ça aurait voulu dire que les accusations du gouvernement étaient justifiées. Dieu merci, ça n'a pas été le cas, mais ça a été compliqué. Pour vous raconter une anecdote, ils ont envoyé les gendarmes pour m'apporter le courrier de M. Darmanin chez moi. Moi, je n'étais pas là, et c'est ma fille et ma femme qui l'ont reçu. Effectivement, ça a été un choc, parce que elles n'étaient pas au courant, moi non plus, qu'on allait m'amener ça chez moi. Et en plus, ils ont eu le malheur de crever leur roue, c'est-à-dire qu'ils sont restés longtemps devant chez moi, devant tous les voisins. Imaginez la suspicion des voisins. C'est violent dans tous les sens du terme, cette dissolution, de vouloir entraver la liberté d'expression. Ça se reporte sur les personnes, c'est qu'est-ce qu'on va devenir. Sur le plan familial, ça pose beaucoup de questions. Évidemment, moi je suis fonctionnaire. Vous imaginez ce que ça peut impliquer, etc. etc. Donc c'est ultra violent. Vincent, vous récupérez le dossier. Enfin, qu'est-ce que c'est que pourquoi il y a cette dissolution? Qu'est-ce qui vous est apparu? Et comment se sont passées les étapes judiciaires et le combat à mener pour arriver au résultat qu'on connaît? Déjà, ça débute par la notification d'un projet de dissolution à l'association, puisqu'on l'informe de la volonté du gouvernement de vouloir dissoudre le comité Action Palestine. Et donc, ça ouvre le droit à la possibilité que l'association fasse valoir ses observations contre le projet de décret de dissolution, mais ce qui est en réalité une procédure contradictoire fantoche. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre debout et danser sur une table. Je pense que ça ne va pas conduire à ce que véritablement le gouvernement change d'avis, même si vous amenez des arguments juridiques forts. Malgré tout, nous avons joué le jeu du contradictoire, et par conséquent, nous avons présenté un certain nombre d'observations extrêmement documentées sur notre opposition. Mais malheureusement, le gouvernement ne va pas faire marche arrière et va décider de dissoudre le comité Action Palestine. Et donc, à ce moment-là, nous avons fait le choix d'agir en urgence. Nous avons déposé une requête en référé liberté pour dire au Conseil d'État, lui demander de statuer en 48 heures, compte tenu du fait qu'il était porté une atteinte extrêmement grave à la liberté de manifester, et qu'il y avait d'une certaine façon aussi une atteinte au droit à la vie, puisqu'on mettait à mort une association, donc une personne morale. On ne s'est pas véritablement expliqué les circonstances dans lesquelles cette dissolution est intervenue, parce que même si on était dans un continuum répressif avec évidemment un ensemble de mesures administratives qui étaient prises dans les années qui précèdent, et aussi avec la loi séparatisme, une aggravation du climat contre le tissu associatif, et en particulier contre les personnes aussi, les associations qui défendaient les personnes de confession musulmane ou de lutte contre les discriminations. Il y a eu une extension
qui était assez inédite, même par rapport à d'autres mesures administratives, à des acteurs qui étaient des acteurs de protection des droits des Palestiniens. Et c'est vrai que ça, c'était une nouvelle extension par rapport aux différentes mesures qui avaient été jusqu'à présent prises en matière d'interdiction et de dissolution. On a eu le sentiment que c'était une tentative aussi pour pouvoir amener dans le débat public, et je pense effectivement peut-être aussi la volonté de montrer, même à l'égard d'Israël, de montrer à l'égard d'un certain nombre d'associations, nous agissons, et il y a un signal politique fort qui est adressé. Sauf qu'en fait, c'est un signal fort qui était parfaitement monté de toutes pièces, parce qu'en fait, il n'y avait absolument pas suffisamment d'éléments pour décider de la dissolution de l'association. En faisant ce référé, vous avez enrayé la dissolution ? En fait, en matière administrative, le seul référé n'entraîne pas la suspension. Donc en fait, c'est le juge administratif qui a organisé un débat, une audience, avec on était présents, avec en face représenter le ministère de l'Intérieur qui a pu présenter ses arguments, Madame L'Église dont on parlait tout à l'heure, et chacun a pu débattre, et c'est à l'issue de ce débat que par la suite, le juge a pu rendre sa décision. Mais ce qui était frappant... Sa décision qui a été laquelle ? Une décision de suspension, il a décidé de suspendre, mais ce qui veut bien montrer que c'était une décision extrêmement forte, parce qu'il faut bien se rappeler qu'en 2022, jusqu'à présent, le Conseil d'État avait validé la quasi-totalité des mesures qui étaient soumises à sa censure. Donc c'était une décision qui était très spectaculaire et c'était véritablement en fait un échec pour ce gouvernement, un échec pour Darmanin qui était véritablement un camouflet. Comment cette décision a été justifiée ? On part d'une position antisioniste, d'une position politique de discussion de la politique d'Israël, qu'on voit en fait qu'on transforme en une position antisémite, ce qu'elle n'était pas. Je veux dire, on a établi au dossier qu'il n'y avait absolument pas de position antisémite de la part du Comité Action Palestine, et en plus donc une volonté d'y voir une association qui légitimait donc le terrorisme, ce qu'elle n'était pas non plus. Donc en fait, c'est ce que le Conseil d'État a reconnu. Il a pu reconnaître effectivement, il y avait parfois des prises de position qui étaient politiquement des prises de position fermes, et avec lesquelles tout un chacun avait le droit et a le droit de ne pas être en accord. En revanche, ces prises de position ne se confondent absolument pas avec notamment un appel au terrorisme. Et c'est vrai que curieusement, et j'en terminerai là-dessus par rapport à l'audience qui s'est passée dans le Conseil d'État, c'est que ce qui me semble-t-il était assez spectaculaire, c'était véritablement en fait le degré de manque de connaissance du ministère intérieur des débats des thématiques que nous traitions. Exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on lui parlait par exemple du fait que la position d'Israël a notamment été condamnée à plusieurs reprises par un certain nombre d'organisations internationales, dont l'ONU, sur la pratique de la colonisation, etc., on avait l'impression, vous savez, qu'on était en train de toucher quelque chose qui brûlait. Vraiment un sentiment qu'en fait, il y avait une méprise sur déjà le fond, qui est un fond qui est documenté à travers des organisations internationales, et en plus, une volonté de ne pas véritablement aller dans le fond des choses, puisqu'ils savaient qu'ils étaient totalement en fragilité. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a des excuses, ou après vous sortez du tribunal et vous rentrez chez vous, c'est comme si rien ne s'était passé ? Mais c'est comme si de rien ne s'était passé, évidemment. Il n'y a pas d'excuses ni rien du tout, à part leur avoir soutiré 3 000 €, et ça c'est normal comme condamnation. Sur toutes les associations, qu'elles soient d'ailleurs religieuses ou pas, on a les mêmes mécanismes, c'est-à-dire un courrier recommandé de la personne chargée des libertés au ministère de l'Intérieur qui arrive, dissolution, les arguments, on s'en fout, et puis c'est une sorte de rouleau compresseur en face. Pourquoi ils font ça, d'après vous ? Et puis qu'est-ce qu'on a comme moyen juridique pour lutter ? Parce que des fois, ça passe. Nantes Révolté, ils ont réussi à s'en tirer. Les Antifas de Lyon, je crois que c'est tangent encore actuellement. Le bloc Lorrain, c'est fini, enfin, etc., etc. Mais déjà, on est dans une phase d'augmentation des prérogatives de l'administration. C'est-à-dire que depuis 2015, et notamment l'état d'urgence, qui a été décrété à la suite des attentats, il y a un certain nombre de mesures qui ont fait leur introduction dans le droit commun, donc d'état d'urgence qui ont été transférées dans le droit commun. Et depuis cette période de temps, il y a une banalisation des mesures restrictives qui sont édictées par le gouvernement et par le ministère intérieur. Ça va des mesures d'interdiction de manifester, ça va des mesures de dissolution administrative, de fermeture aussi des lieux de culte. Et on voit qu'en fait, en fonction des périodes, ça va frapper en fait des acteurs qui peuvent être des acteurs différents. C'est-à-dire que par exemple, au moment le séparatisme, au moment de tous ces débats, ça va être plutôt le CCIF, Baraka City, donc des associations qui sont perçues comme pouvant représenter une menace pour non pas tant l'ordre public qu'une menace pour le gouvernement, parce qu'il y a une structuration aussi d'une réponse politique de personnes qui peuvent par exemple venir en défense des personnes de confession musulmane. Donc on a eu cette séquence. Après effectivement on a eu cette séquence contre les associations qui pouvaient défendre des
des droits des Palestiniens. Et puis désormais, on a une nouvelle séquence, c'est-à-dire qu'on a presque oublié les deux autres. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on voit, alors ici ou là, on tente peut-être de faire rejaillir l'islamisme radical, mais on voit que il n'y a plus forcément de prise, ça prend moins qu'avant. Ça prend moins qu'avant, donc il faut se trouver un nouvel adversaire. Et le nouvel adversaire, c'est la conscience aussi qu'il y a une montée des revendications, notamment en matière environnementale, et qu'il faut casser ces revendications. Casser ces revendications, ça signifie que le gouvernement s'en prend aux acteurs associatifs qui peuvent se constituer autour. Et c'est parfaitement dans ce cadre en fait, que s'inscrit la dissolution des soulèvements de la terre. C'est-à-dire qu'à la fois, on se sert d'un cadre préexistant qui a été entériné post-2015 par un certain nombre de mesures qui ont été prises et que le Conseil d'État a déjà eu à connaître. Et avec cette fois, en plus, vraiment une politisation extrême, presque de l'objet de dissolution, parce qu'on est véritablement face à une contestation qui est d'ordre politique. Et en fait, moi, ce que j'observe dans les différents recours qu'on a pu avoir, c'est que en fait, la définition de l'ordre public est de plus en plus politique. Et en fait, finalement, c'est des mesures de dissolution qui sont des mesures d'exclusion par rapport à la définition que le ministère de l'Intérieur a de l'ordre public. C'est-à-dire que le trouble en fait à l'ordre public est davantage lié à une alternative, à une contestation, davantage qu'à des faits qui pourraient générer concrètement des troubles à l'ordre public qui seraient objectifs, qui seraient unanimes, qui seraient majoritaires. Et simplement, dernier point par rapport à la question, ce qu'on peut faire, en tout cas, lorsque on a la dissolution, c'est que on peut faire un recours devant le Conseil d'État. Donc, c'est déjà la possibilité, donc, avant, au stade du projet, faire des observations. Et après, dès que le recours, enfin, en tout cas, dès que le décret est acté, c'est de faire un recours, un référé liberté devant le Conseil d'État, atteinte à une liberté fondamentale. Et donc, il y a un débat sur la proportionnalité de l'atteinte par rapport à l'argumentation qui est invoquée par le ministère de l'Intérieur. Quelle est la légitimité de ces demandes d'interdiction ? En termes de légitimité, il n'y en a pas. Il y a une définition. Lorsqu'on dit, par exemple, potentiellement attentatoire ou qui peut potentiellement inciter à la haine, etc., en fait, on est véritablement sur une définition qui est de plus en plus large. Et on le voit bien. Je veux dire, on reprochait à un moment donné aussi des commentaires qui pouvaient être publiés en dessous des pages Internet des associations. C'est dire les faits. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en tant qu'association, on vous rend comptable des publications que vous allez faire et finalement, on vous dit, bah, tiens, si ce commentaire existe, c'est peut-être que vous cautionnez telle ou telle chose. Mais on arrive véritablement en fait, dans une absurdité technique, juridique qui ne fait aucun doute. Si ce type de demande d'interdiction se multiplie, est-ce qu'il y a des possibilités d'attaquer l'État en justice ? Pour procédure abusive ou pour... je sais pas. La question pourra se poser, mais en fait, on est un peu bloqué en termes juridiques, si je puis dire, parce que si jamais vous contestez la mesure de dissolution et qu'elle est validée par le Conseil d'État, ça va être difficile après de venir dire qu'il y a un caractère abusif, puisque de fait, on va vous répondre que le Conseil d'État a décidé de ne pas suspendre, par exemple, le décret de dissolution. Et vous aurez beau dire, par exemple, oui, parce que le Conseil d'État n'est pas véritablement indépendant, on va vous dire, oui, enfin bon, il n'a pas suspendu. Donc après, il y a éventuellement la possibilité d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on voit qu'en fait, ils peuvent aussi gérer cet agenda. Parce que, en fait, concrètement, ça veut dire que si jamais vous n'obtenez pas gain de cause au moment de la dissolution, vous allez devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, elle met 3-4 ans à statuer. 3-4 ans à statuer, veut dire il y aura bien des changements politiques. Et derrière, il y a quand même une victoire temporaire qui est marquée par le gouvernement. Il va falloir encore se battre, quoi. Toujours. On est là pour ça. C'est nécessaire. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment intéressant. Ça complète les précédents entretiens que j'ai faits. Merci, Taïeb. Merci. Merci.